Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire de Sur la glace, notre balado-diffusion qui traite de la Ligue américaine, de hockey junior, des espoirs au hockey. On a un gros menu pour vous aujourd'hui et avant d'aller plus loin, je veux vous le dire, c'est un chiffron. Aujourd'hui, c'est notre 50e émission de Sur la glace, notre deuxième de la saison. On avait fait 24 émissions l'an passé, 24 émissions la saison précédente. Alors, un petit thumbs up à toute la gang, 50 balados maintenant de Sur la glace et ça se poursuit. Au menu cette semaine, on aura notamment une entrevue avec James Malatesta des Remparts de Québec qui a marqué 9 buts à ses 10 premiers matchs en carrière dans la Ligue junior majeure du Québec. On va revenir un peu sur cette fameuse décision qu'il a prise de tourner le dos au Collège américain pour se joindre aux Remparts de Québec. Lui qui était un espoir de premier plan pour la Ligue junior cette année, qui avait décidé finalement de s'en aller aux États-Unis, a été réclamé seulement en 7e ronde par les Remparts. Et là, change d'idée, revient dans la Ligue junior majeure du Québec. Alors, on va faire le tour un petit peu avec lui sur le début de saison des Remparts de Québec aussi. 8 victoires, 2 défaites. Ça va extrêmement bien pour les Remparts. J'étais au match hier après-midi à Shawinigan et Québec a infligé une première défaite aux Cataractes à domicile. On va revenir aussi évidemment sur mon voyage à Boston. Je suis allé voir l'espoir, un des joyaux de l'organisation du Canadien, Cole Caulfield. On va revenir là-dessus. On va revenir sur les déclarations de Tony Granato à son sujet, son entraîneur. Ça a fait beaucoup jaser au cours du week-end. Caulfield qui a marqué 4 buts à ses 2 premiers matchs. On va faire le tour de ce qui s'est passé dans la Ligue junior majeure du Québec. En fin de balado également, on va s'entretenir avec Jasmin Leroux puisqu'il y aura un nouveau balado qui va être lancé cette semaine à RDS, un balado qui va porter exclusivement sur la Ligue de développement Midget 3A. Et c'est Jasmin Leroux qui va être en charge de ça. Alors, en fin de balado, on va s'entretenir un peu avec lui, justement pour ce nouveau balado. Pour commencer, comme c'est le cas souvent, on commence avec le Rocket de Laval, la Ligue américaine, et j'ai le plaisir de m'entretenir tout de suite avec notre collègue Bruno Gervais. Salut Bruno! Salut Stéphane. Bruno, présentement, tu nous parles, puis tu viens de sortir d'Atlas. Tu as laissé tomber Ekaterina pour quelques secondes pour venir jaser avec nous. C'est vraiment gentil de ta part. J'espère qu'Ekaterina m'en voudra pas trop de te voler comme ça pour 5-6 minutes. Parce qu'il faut expliquer, Bruno est toujours impliqué dans la compétition à CBC Battle of the Blades. Ça va vraiment bien pour toi et Ekaterina, là. Ça va très bien. Ça a été chaud la semaine dernière. J'ai été mis en danger. On a dû patiner contre un autre collègue à RDS, le PJ Stock. Et suite aux 2 numéros, le juge en chef a décidé de garder tout le monde pour une autre semaine. Mais c'est toujours un grand plaisir. C'est très intense. Oui, un entraînement tôt ce matin. On a réussi à pousser l'horaire pour qu'on soit sur la glace très tôt. Je dois quitter. J'ai la chance de te parler pendant que je suis en route pour l'aéroport. Et je m'en viens à Montréal pour venir faire une petite journée à RDS. Ben oui, parce qu'à 16h aujourd'hui, c'est Max et Bruno, puis tu vas être là également dans l'émission de soirée d'un autre angle, et tu retournes demain à Hamilton pour continuer la préparation pour jeudi. C'est un peu rock'n'roll là, comme horaire pour toi, là. Ah, c'est très rock'n'roll. C'est pas évident. C'est intense, mais on sait que c'est pour une courte durée. Ça s'en vient. Il reste 3 spectacles. Pardon-moi, Stéphane. 3 spectacles au maximum. OK. Écoute, Bruno, demain, le Rocket sera sur nos ondes à RDS face aux Bruins de Providence. Le Rocket qui a fait son premier voyage en fin de semaine est allé jouer à Milwaukee et à Rockford, 2 endroits où l'équipe n'avait pas joué au cours des 2 premières années parce que ce sont 2 équipes de l'Association de l'Ouest. Alors, au moins, on a ajouté des matchs contre ces 2 formations-là. Ça a été une défaite contre Milwaukee samedi et heureusement, une première victoire cette saison hier contre Rockford. Et Bruno, je vais dire heureusement parce que tu veux pas creuser un trou là, dans la Ligue américaine. C'est un peu comme la Ligue nationale. Il y a seulement 16 équipes qui participent aux séries. Partir 0-4, ça aurait peut-être été un peu difficile là, avant de rentrer à la maison. Alors, l'importance de cette victoire-là hier, là, justement, pour avoir un premier W, si on veut, dans la bonne colonne. Oui, ça va changer la mentalité, surtout pour une équipe dont les attentes sont élevées. Quand tu es une équipe en reconstruction, une équipe jeune, tu vas être un peu plus patient, mais une équipe avec le talent, le pedigree des joueurs qui sont là, tu t'attends à gagner des matchs rapidement et les 2 défaites à la maison pour commencer et ensuite d'aller sur la route, ça va faire du bien au moral et ça va changer, je pense, un petit peu l'atmosphère autour de l'équipe pour commencer cette boule de neige-là, l'effet de boule de neige, le fait de ne pas capable d'être accumulé une fois. Le Rocket rentre à la maison, 2 matchs contre Providence, 1 match contre Hershey, donc 3-4 à domicile. Je reviens sur les 2 matchs dans la fin de semaine. Il y a un nom qui m'a un petit peu popé, si on veut. J'ai pas regardé les matchs au complet, mais je vois Otto Leskinen, le défenseur finlandais. On l'avait vu lors des 2 premiers matchs à Laval. On l'a vu pendant le camp du Canadien. Encore récolté 2 mentions d'aide hier. Il a été directement impliqué là, sur le but de Charles Hudon qui a fait la différence, si on veut, en 3e période. Le but qui a donné une avance de 3-1 au Rocket.
il connaît d'un bon départ là, en Amérique du Nord. Et un très bon départ. Et pour te dire, sur le but de Charles Hudon, la passe qu'il a fait à Charles pour un lancer sur réception, la première réaction de Belzile qui était sur la glace est d'aller voir Otto Leskinen. Et quand un joueur va voir, ne va pas voir le joueur qui a marqué, mais le joueur qui a fabriqué le jeu, ça démontre à quel point c'était une passe savante. C'est un jeu planifié sur une mise en jeu en territoire adverse, mais extrêmement bien exécuté. Et même, je dirais que la pression de Rockford était excellente. Elle avait contré ce jeu-là offensif du Rocket, mais une passe parfaite entre deux joueurs. Charles Hudon a juste à se retourner et lancer sur réception. Mais c'était très impressionnant comme passe. Vraiment digne d'un joueur qui est capable d'être un corps arrière et de voir des lignes de passe que certains joueurs sont pas capables. Oui, Leskinen a 4 passes en 4 matchs depuis le début de la saison. Il reste que le Rocket n'a marqué que 8 buts en 4 matchs. Il y a des joueurs là, qui tardent à se mettre en marche. Je pense au Barber notamment, Matthew Pekka, qui on disait qu'il était ennuyé par une blessure, qui a raté un match également. Mais je regarde ça, le Barber, -4, Pekka, -3, Verone, -2. Ces bonhommes-là n'ont pas marqué encore. Ça va prendre l'offensive de ces bonhommes-là là, très bientôt. Là. Oui, c'est les vétérans avec beaucoup d'expérience, beaucoup de talent qui ont eu du succès dans la Ligue américaine que tu as ajouté à ton alignement. Et on a vu, c'est Jake Evans qui jouait avec eux, avec Barber et Verone pour le dernier match. Et Evans qui connaissait un bon début de saison avec Belzile. On a voulu remanier un petit peu les trios pour voir Brassier. Ça, c'est le genre de joueur que tu t'attends à presque un point par match, qui devrait t'aider offensivement. Mais tu as plusieurs armes comme ça. Tu as plusieurs joueurs qui sont capables de produire offensivement du côté du Rocket. Et là, on dirait que tout le monde est en période là, à essayer de trouver leur chaise et quel genre de trio et quel genre de rôle qu'ils vont avoir parce que ça va changer avec toute l'expérience que la Ligue nationale et toute l'expérience qu'il y a des joueurs de talent comme les Verone et Barber. 2 passes pour Ryan Poehling. Il a brisé la glace au niveau de la Ligue américaine. On sait que ça n'avait pas été très long dans la Ligue nationale l'an dernier. Lui aussi, j'ai l'impression que ça va lui redonner confiance un petit peu d'avoir participé là, à cette victoire-là hier à Rockford. On l'a vu évoluer avec Belzile et présentement, c'est Belzile la bougie d'allumage pour le Rocket. Donc, très bien fait. Ça va être de se concentrer sur son rôle. Ça, c'est le genre de choses que pour un jeune joueur, t'es demandé de dominer dans la Ligue américaine. Et un peu trop souvent, ces jeunes-là ils vont juste se pencher sur la production offensive et sur les points. Et des fois, ça peut devenir frustrant. Ça peut commencer à devenir pesant pour un joueur. Il veut s'inscrire à feuille de pointage. Mais pour lui, ce n'est pas nécessairement de dominer sur la feuille de pointage, mais de faire tous les détails du jeu comme il faut. Et le côté offensif va venir. Pour Joël ou que ce soit Marc Bergevin, quand il va voir les matchs, il était là à Rockford. C'est pas ça que tu as besoin de voir. Tu veux vraiment t'attarder sur le genre de détails qu'il va faire, comment il va se comporter dans toutes les situations sur la patinoire. Le côté offensif sera du boni, sera quelque chose qui va venir éventuellement parce qu'il a le talent. En attendant, c'est les mises en jeu, les couvertures défensives, les bons réflexes, de jouer de la bonne façon, de rentrer dans l'ADN de l'organisation du Canadien et ensuite le côté offensif. Et première victoire dans les rangs professionnels pour Cayden Primo. Bon, c'est tôt en saison. Là, les 2 gardiens ont joué 2 matchs jusqu'ici. Primo a été le meilleur des 2. Il a été chercher la victoire hier et tu regardes le taux d'efficacité, c'est excellent pour Primo là, à 943. C'est bon lui aussi pour la confiance et on le sait là, qu'on veut développer Will Lindgren, mais on veut développer Primo du côté du Canadien. Ça va être intéressant de voir la façon que Joël va jongler avec Lindgren et Primo, surtout si Primo continue de bien jouer comme cela, avec la situation contractuelle de Lindgren, un contrat à un volet. C'est là que ça devient, pour un entraîneur, ça devient le défi de garder tout le monde heureux, tout le monde content, tout le monde dans la même direction, continuer à développer. C'est sûr que Cayden Primo est l'espoir pour ce qui est d'organisation. Mais tu veux essayer de faire un balance, tu veux donner la chance à Lindgren d'être devant le filet aussi. Et de la compétition intra-équipe, comme ça, c'est juste sain pour l'organisation. Si les 2 joueurs sont capables de prendre ça de la bonne façon et de se pousser l'un l'autre, ça va être très, très bon pour l'organisation du Canadien. Ben écoute, Bruno, merci d'avoir pris le temps là, en direct de Hamilton pour nous parler. Bon retour, horaire rock'n'roll qui va d'ailleurs faire en sorte que je vais être obligé de prendre ton frappeur de relève demain soir pour notre match à RDS. C'est Normand qui sera là à ta place, justement en raison de cet engagement que tu as avec Battle of the Blades. Mais honnêtement, on te suit à distance, puis c'est vraiment phénoménal ce que tu fais avec ta compagnonne, ta patineuse, appelons-la comme ça. Comment tu me l'as appelé l'autre jour? Tu m'as dit, est-ce que c'est la Sidney Crosby des patineuses? Je dirais même la Tom Brady. Encore présentement, à 48 ans, elle est excellente. Le monde va la surnommer la GOAT. Greatest of all time. Ah, OK. Donc, elle a vraiment 48 ans? Elle a 48 ans. Elle patine comme si on en avait 16.
Elle a l'air d'avoir 25 ans, mais sur son passeport, ça dit 48 ans. C'est quand même incroyable. Ben, écoute, on va te souhaiter bonne chance. Bon retour. Max et Bruno à 16h à RDS pour ceux qui nous écoutent là, avant la diffusion, évidemment. Et évidemment, c'est repris en balado aussi. Puis, écoute, on se retrouve très bientôt. Je vais peut-être te croiser dans un corridor aujourd'hui, vite. Mais sinon, on se revoit très, très bientôt là, pour un match du Rocket. Merci, Bruno, d'avoir pris le temps. Très gentil. Merci à toi. Toujours un plaisir. OK, voilà. Donc, Bruno Gervais qui était à Hamilton pour Battle of the Blades, qui a pris le temps de nous parler un peu du Rocket. Alors, je vous rappelle, là, pour les amateurs qui suivent le Rocket de Laval sur les ondes de RDS. Il y a 3 matchs à la Place Belle cette semaine en 4 jours. Celui de demain sera sur les ondes de RDS 2. Notez bien l'heure, 19h en semaine. Les Bruins de Providence, club école des Bruins de Boston qui sont de passage. Laval va également recevoir Providence de nouveau vendredi soir. Et samedi, ce sera la visite des Bears de Hershey. C'est des équipes qu'on voit moins ça à la Place Belle. Alors, si ça vous tente d'aller faire un tour, ça fait un peu changement là, des Marlies de Toronto, des Sénateurs de Belleville et des Comets de Utica. C'est des équipes qu'on voit un petit peu moins. Alors, en début de saison, là, et c'est à souhaiter que la victoire d'hier, comme le disait Bruno, lance un peu la formation. On a une victoire dans la bonne colonne. Avoir amorcé la saison avec 0-4, je persiste à dire que ça aurait été un petit peu difficile. Vendredi soir, j'étais à Boston College, en banlieue de Boston. J'ai assisté au premier match en carrière universitaire de Cole Caulfield, le premier choix du Canadien au dernier repêchage. Je pense que si vous suivez RDS, vous avez vu plusieurs publications, que ce soit dans nos émissions Sport 30, 5 à 7, Hockey 360, sur le web. J'ai écrit une chronique. Mes collègues du RDS.ca ont également repris les propos de Cole Caulfield à la suite de cet entretien que j'ai fait avec lui. Pour vous remettre en contexte, je l'ai rencontré jeudi soir. C'était le match d'ouverture du Canadien au Centre Bell contre les Red Wings de Détroit. Alors, j'étais assis à l'hôtel. On attendait patiemment l'arrivée de l'équipe à Boston. Et je regardais sur ma tablette le match du Canadien, les cérémonies d'ouverture. Et c'est à ce moment que Caulfield est arrivé. Il devait être à peu près à 19h30 pour vous mettre en contexte. Et je lui ai montré la tablette et c'était le match du Canadien qui jouait. Je lui ai dit à la blague comme ça, « Est-ce que tu vas être dans ce match-là l'an prochain? » Et je vous jure que ses yeux ne mentaient pas. D'ailleurs, l'image, on l'a montré sur les ondes de RDS. Il a dit, « Je vais tout faire pour être là. » Et je sais que c'était pas la première fois qu'il mentionnait qu'il veut jouer avec le Canadien le plus rapidement possible, mais par expérience, là, je vais voir les espoirs du Canadien souvent dans les rangs universitaires depuis très longtemps. Je vais aller voir Max Pacioretty à l'époque à Michigan, Ryan McDonough, David Fisher, plus récemment Caden Primo, Ryan Poehling au cours des 2 dernières années. La plupart des joueurs ne disent jamais qu'ils veulent terminer leur stage universitaire à la fin de la saison. En principe, quand on s'enrôle à l'université, c'est pour 4 ans. Évidemment, les choix de première ronde, rarement, ils vont jouer là pendant 4 ans. Certains jouent 1 an, 2 ans, 3 ans. Dans le cas de Caulfield, ça semble, dans sa tête, bien important. Pour lui, c'est 1 an. S'il est capable, dès la fin de la saison, et on a de grandes ambitions à Wisconsin cette année, même si c'est une équipe qui ne fait pas partie là, du top 10 aux États-Unis, l'équipe est classée là, quelque part entre les 15e et 20e rangs au niveau universitaire américain. On aimerait bien là, causer la surprise et se rendre jusqu'au Frozen Four. Question de vous mettre un peu en contexte, le Frozen Four, habituellement, c'est le 2e week-end d'avril, donc dans les environs là, du 11, 12, 13 avril. Si l'équipe se rend là, c'est sûr que la saison régulière dans la Ligue nationale est terminée. Si l'équipe, toutefois, est éliminée auparavant, on parle d'une fin de saison là, vers la 3e semaine de mars. Alors, non, c'est pas terminé dans la Ligue nationale à ce moment-là et c'est pas terminé dans la Ligue américaine non plus. Alors, si Caulfield décide de laisser l'université à la fin de la saison, on pourrait le voir avec le Canadien ou avec le Rocket en fin de saison. Évidemment, il faudra voir où sera le Canadien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va décider. Mais dans sa tête à lui, Wisconsin, c'est pour 1 an seulement. Son entraîneur, Tony Granato, je l'ai rencontré aussi. Je vais vous présenter d'abord un premier extrait pour ceux qui ont raté là, les chroniques de vendredi. Écoutez bien Caulfield et Granato sur le fait qu'on est peut-être là seulement que pour une saison avec les Badgers de l'Université Wisconsin. I want to crack the lineup next year and make it a goal of mine and kind of make it come true next year to be in the lineup next year for the Montreal Canadiens because I mean, if you're not setting your goals high and you're not trying to work hard every day and get there, then I mean, it's not worth having anything to work for. There's a lot of hockey between now and then, but that should be his goal. I mean, he went to development camp. He got a little taste of it there. Like I said, he's had tastes of playing internationally against other players and with other players that have gone on to the NHL and have had success
out of the gate. I think he's confident that at some point when the time is right, he'll be ready for that. Alors, vous avez entendu Caulfield et Granato. Granato ne voit pas d'objection à ce que son joueur dise qu'il est là seulement pour 1 an. Puis il dit qu'il y a beaucoup de hockey à jouer d'ici au mois de mars-avril, mais c'est correct que ce soit son but et on veut qu'il soit prêt pour ça. Et s'il est prêt, ben, tant mieux. Ça veut dire qu'on aura fait notre travail. Dans le cas de Caulfield, il dit « J'aime me fixer des objectifs qui sont hauts. Ça m'aide à mieux performer. » J'ai beaucoup aimé là, ma discussion avec Caulfield parce que oui, on a fait l'entrevue, mais on a discuté par après. J'ai quand même passé, là, je dirais, une quarantaine de minutes avec lui jeudi soir. Ça m'a appris à le connaître un petit peu. C'est un bonhomme qui est charismatique. C'est un bonhomme qui est souriant. Dans l'entrevue, lorsqu'on allume la lumière, comme on dit, peut-être un petit peu plus timide, mais c'est un jeune qui... on va se le dire, là, il a encore sa petite face de bébé, il a 18 ans, hein, c'est pas, on le voit tout de suite, mais il y a quelque chose de spécial, je pense, avec ce jeune-là. Puis là, je ne veux pas passer, puis j'ai regardé les médias sociaux en fin de semaine, comme on dit, les réponses des gens à la suite des textes qu'on a publiés. Je ne suis pas là pour faire de la propagande. Moi, ça ne change absolument rien dans ma vie là, si Caulfield est bon ou s'il n'est pas bon, s'il réussit ou s'il ne réussit pas. On apporte des faits, on pose des questions, on amène des entrevues. On ne peut pas nier une chose. Le record qu'il a battu l'an passé dans le programme américain, on ne peut pas lui enlever. Là. Il a été meilleur en termes de buts marqués au cours de ces 2 saisons dans le programme américain que ne l'avait été à l'époque Phil Kessel, que ne l'a été Austin Matthews au cours des dernières années aussi. C'est pas moi qui le dis, là, ce sont les chiffres. Là, les gens disent « Ouais, mais il joue avec Jack Hughes. Jack Hughes l'a aidé beaucoup. » J'ai posé la question à Alex Turcotte, le coéquipier dans l'équipe américaine au cours des 2 dernières années de Caulfield et de Hughes, et également coéquipier à Wisconsin. Et Turcotte me disait « Oui, c'est vrai que Jack Hughes l'a aidé, mais lui aussi a aidé Jack Hughes. » Les deux se complètent à merveille. Et Turcotte, qui est son joueur de centre cette année, espère qu'il y aura cette même chimie-là entre lui et Caulfield, comme il en existait une entre Hughes et Caulfield au cours des 2 dernières années. Et quand je dis que je ne veux pas faire de propagande, c'est que je lis les commentaires que les gens, puis évidemment, c'est pas tout le monde, là, mais il y a beaucoup d'amateurs qui sont passionnés par le Canadien, puis c'est parfait, on aime ça comme ça, on est dans un marché à Montréal, au Québec, comme ça. Mais tu sais, de dire qu'on est en train de gonfler la balloune, laisser le jouer, puis tout ça, le commentaire qui a fait le plus réagir, je pense, dans mes entrevues à Boston, ça a été celui de Tony Granato. Tony Granato, là, c'est un vétéran. Il a joué 760 quelques matchs dans la Ligue nationale. Il est entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Je pense qu'il connaît la game un petit peu. C'est lui qui dirige Wisconsin depuis 4 ans maintenant. Lui dit, pas Stéphane Leroux, là, pas les amateurs de RDS puis les partisans, lui dit que c'est le genre de joueur, et vous allez l'entendre, parce qu'il n'y a rien de mieux que de l'entendre de la bouche du cheval, comme on dit. C'est le genre de joueur qui pourrait avoir une carrière dans la Ligue nationale et marquer 30 buts 12 saisons de suite. Tu sais, c'est quand même pas rien de dire ça. Là. 12 fois 30, là, si on fait des mathématiques, ça fait 360 buts en carrière. Il n'y a pas beaucoup de joueurs là, dernièrement qui ont réussi ces plateaux-là avec le Canadien. Alors, si ça s'avère vrai, puis là, je me répète, on n'est pas là pour faire de la propagande. Pour moi, personnellement, je n'impliquerai pas tous mes collègues là-dedans, mais moi, j'ai absolument rien à gagner là, à dire que Caulfield est bon. Moi, je rapporte ce qui a été dit en entrevue. J'ai posé la question, quel genre de joueur il pouvait être dans la Ligue nationale. Écoutez bien la réponse de Tony Granato. He's got great potential. He's going to be a special player for a long, long time. He's one of those guys that could put together 12 straight years or 30-plus goal years in the NHL. And I don't know if that's next year. I don't know if that's, but at some point he will be a guy that will be relied on to score goals for a team and be able to do it for a long, long time. Il sera un joueur spécial pour longtemps dans la Ligue nationale. Je ne sais pas si ça va être l'année prochaine. Vous avez entendu Granato, si vous comprenez bien l'anglais. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, vous avez vu le sous-titrage également. Et il pourrait avoir 12 straight years of 30-plus goals. 12 ans consécutifs. 12 années consécutives de 30 buts ou plus. Alors, c'est pas moi qui le dis. Puis Tony Granato, là, c'est pas un partisan du Canadien. Là. C'est pas un fafan, comme il y en a qui disent. Là. C'est pas ça. Là. C'est le coach qui a joué dans la Ligue nationale et qui voit ce jeune-là arriver. Alors, on compare beaucoup avec Alex DeBrincat, c'est normal. Même gabarit, même genre de talent de marqueur. DeBrincat est capable de le faire, a été capable de s'ajuster directement de la Ligue junior de l'Ontario à la Ligue nationale. 27 buts la première saison avec les Blackhawks, 41 buts l'an passé. Même gabarit, là, même genre de marqueur. Et DeBrincat avait été le premier joueur
en 40 ans dans la Ligue de l'Ontario à connaître 3 saisons consécutives de 50 buts. Il fallait remonter à Dale McCourt. Les plus jeunes ne savent même pas c'est qui Dale McCourt. Là. Dale McCourt des Red Wings de Détroit qui, à la fin des années 70, dans un hockey beaucoup plus offensif, avait réussi à marquer 50 buts 3 ans de suite. DeBrincat l'a fait et il a été capable de s'ajuster au niveau de la Ligue nationale. Ben, certains disent, ouais, ben, DeBrincat, il y a Jonathan Toews, il y a Patrick Kane. Mais oui, mais Caulfield aura Jonathan Drouin pour lui faire des passes et qui sait Kotkaniemi. On verra dans le temps comme dans le temps. J'ai lu toutes sortes de choses en fin de semaine. Je ne veux pas trop donner d'importance à ce que j'appelle un petit peu là, des gens qui sont là pour seulement dénigrer tout le temps, là, mais donnons la chance aux coureurs. On ne lui met pas de pression. Là. Le jeune, de toute façon, je pense qu'il est capable de très bien composer avec ça. Là. Cette génération-là, là, ils sont habitués. On parle avec Hendrix Lapierre à toutes les 2 semaines, là, puis lui, ça ne le dérange pas là, ce qu'il lit sur les médias sociaux et tout ça. J'aurai l'occasion de lui en parler peut-être la semaine prochaine à Hendrix dans notre prochain entretien là, de justement des déclarations comme ça, si ça met de la pression. Mais je pense que ces jeunes-là carburent à ça. Puis on ne sait pas si ça va fonctionner. Honnêtement, c'est l'avenir qui va le dire. Dans 5 ans, on fera peut-être encore cette balado-diffusion-là, puis Caulfield ne jouera même pas avec les Canadiens. Ou dans 5 ans, on fera cette balado-diffusion-là, puis Caulfield viendra de marquer 40 buts 2 ans de suite avec les Canadiens, puis on dira, ben, souvenez-vous, là, en 2019, on vous en avait parlé. Ben, c'est ça. C'est comme ça. On ne peut pas savoir. Et vous savez quoi? Stéphane Leroux ne le sait pas, puis vous non plus, vous ne le savez pas. Personne ne le sait. Alors, on va regarder ça aller. Même Tony Granato, là, qui a fait cette... Moi, je vais la garder en archive, cette déclaration-là, c'est sûr. Puis dans 5, 6, 7 ans, on pourra la ressortir. Mais dans le terme de projection, moi, j'ai aimé ce que j'ai entendu et du jeune et de l'entraîneur Tony Granato, qui, comme je le dis, n'a pas de billet à vendre à Montréal, n'a pas de code d'écoute à vendre. Il a été tout simplement transparent sur ce qu'il pensait du jeune, qui, soit dit en passant, a marqué 2 buts vendredi soir, on était là, à Boston, et a marqué 2 buts le lendemain également contre l'Université Merrimack. C'est le premier joueur de l'histoire des Badgers de Wisconsin à marquer 4 buts à ses 2 premiers matchs en carrière dans la NCAA. Et si vous avez vu les buts, les images des buts, pas des buts chanceux, là. C'est des vrais buts, comme on dit. Des buts marqués par un marqueur naturel. Et c'est ça qu'il est, Cole Caulfield, un marqueur naturel. Alors, je ferme la parenthèse pour Caulfield. On en a beaucoup parlé. On suivra ça de semaine en semaine avec les matchs des Badgers là, qui vont faire leur ouverture locale en fin de semaine à la maison. Et le jeune, je pense, est un jeune spécial. Et encore une fois, je pense que le Canadien au 15e rang n'avait pas le choix de le sélectionner. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, c'est tout. Mais le Canadien, je pense, n'avait pas le choix de prendre ce joueur-là au rang numéro 15 parce qu'il était encore disponible. Et c'est vrai que c'était une surprise qui était là parce que j'ai encore reconsulté en préparation de mon voyage tout ce qui s'est fait comme mock draft puis comme prévision de repêchage avant la séance de sélection l'an passé. Et sur aucune liste, je vous dis bien, là, aucune. Et je mets au défi les gens, là, si quelqu'un m'a trouvé quelque part une liste où il était plus loin que le 12e rang, là, envoyez-moi là. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Il n'y a pas personne en Amérique du Nord, en Europe, qui analyse les repêchages, des pseudo-experts, des vrais experts, peu importe, personne ne l'avait mis plus loin que le 12e. Moi, la liste que j'ai trouvée où il était le plus loin, c'était 12. Alors, de l'avoir à 15, je pense que c'était vraiment une surprise et le Canadien n'avait pas le choix. Bon, voilà pour Cole Caulfield. On ne fera pas quand même 1 heure là-dessus. Mais je tenais à revenir là-dessus. Notre balado-diffusion, c'est pour ça qu'elle est là. Elle parle de hockey junior, de la Ligue américaine, des espoirs. Et dans le cas de Caulfield, ben, c'est un vrai espoir pour le Canadien. Ligue junior majeure du Québec, j'ai assisté à quelques matchs au cours des derniers jours, notamment hier, vu que c'était le congé de l'Action de grâce. D'ailleurs, c'est ce qui explique qu'on est en enregistrement le mardi cette semaine au lieu de lundi. Il y avait des matchs en après-midi hier. Oui, le Rocket jouait à Rockford, mais il y avait également 3 matchs dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est passé des choses importantes dans chacun de ces matchs-là. D'abord, à Shawinigan, où j'étais, les Remparts ont signé une 8e victoire en 10 matchs. C'est assurément la surprise de ce début de saison. Et c'était une 6e victoire en 6 sur les patinoires adverses. Et ce qui est phénoménal dans le cas des Remparts, c'est l'équipe la plus jeune en termes de moyenne d'âge dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. 5 joueurs de 16 ans dans l'équipe. D'ailleurs, c'est le gardien de 16 ans qui était là hier contre Shawinigan, Émeric Despatie, qui a signé la victoire. Très, très bon début de saison pour les Remparts qui s'ajoutent donc à cette association Est déjà très puissante. Dans un autre match, les Islanders de Charlottetown ont subi leur première défaite en temps réglementaire. Les Islanders qui étaient la seule équipe à ne pas avoir perdu en temps réglementaire. Hier, ils se sont butés à Alexis Gravel qui a effectué 49 arrêts pour les Mooseheads d'Halifax. Et les Mooseheads ont signé une 5e victoire de suite pour battre Charlottetown 4-1. Donc, toutes les équipes ont au moins une défaite en temps réglementaire jusqu'à maintenant depuis le début de la saison. Et dans le dernier match, le Phoenix de Sherbrooke. Je vais aller faire un tour à Sherbrooke, d'ailleurs, vendredi.
Le Phoenix de Sherbrooke qui continue son excellent début de saison. Premier au classement général. 9 victoires, 1 défaite et 1 défaite en prolongation depuis le début de la saison. Donc 19 points sur une possibilité de 22 pour la troupe de Stéphane Julien qui roule à un rythme d'enfer. On l'avait un peu prévu là, que Sherbrooke aurait une bonne formation cette année. Et le pire dans tout ça, c'est que Samuel Poulain vient de se mettre en marche. Il a marqué 4 buts au cours des 2 derniers matchs. 2 matchs de 2 buts. Mais avant ça, Samuel Poulain avait quand même été un peu timide, il faut le dire. Des fois, quand on revient d'un camp professionnel, on vient de signer un contrat, ça prend toujours quelques matchs avant de se replacer. Là, si Poulain, en plus, se met en grande vitesse comme on sait qu'il va le faire, ben ça pourrait être encore plus intéressant pour le Phoenix de Sherbrooke. Parmi les nouvelles de la semaine, soulignons également dimanche le premier but de notre collègue Hendrix Lapierre qui a marqué son premier de la saison dans un match contre Rimouski. J'ai regardé ce match-là dimanche après-midi, Chicoutimi-Rimouski. Je persiste à dire que c'est 2 équipes qui vont faire un bon bout de chemin cette année dans la Ligue junior majeure du Québec. Je regardais également le travail du trio d'Alexis Lafrenière. Lafrenière qui a atteint le plateau des 25 points en 10 matchs. Hier, au 5 à 7, j'ai placé un petit tableau qui a fait jaser, qui a fait réagir également. Puis je sais que Lafrenière a 18 ans et que les joueurs avec qui je les ai comparés avaient 17 ans à l'époque. Mais après 10 matchs à son année de repêchage, en 2004-2005, Sidney Crosby avait 27 points. Oui, ce n'était que sa 2e saison dans les rangs juniors. Lafrenière, c'est sa 3e. Je suis au courant de tout ça. Mais juste pour comparer année de repêchage pour année de repêchage, après 10 matchs, Crosby avait 27 points en 2004-2005. Après 10 matchs, Vincent Lecavalier en 97-98 avait 26 points. Et là, Lafrenière, cette année, a 25 points. Et si on veut pousser la comparaison, Nathan McKinnon, en 2012-2013, après 10 matchs, avait 17 points. Et pire que ça encore, en 2016-2017, Nico Hischier des Moussets d'Halifax, après 10 matchs, n'avait que 7 points. Et ces 4 bonhommes-là, les Hischier, McKinnon, Lecavalier et Crosby, sont les derniers, évidemment, premiers choix au total de la LHJMQ. Alors, Lafrenière figure avantageusement bien. Oui, il est un an plus vieux. C'est vrai, c'est sa 3e saison, c'est vrai. Mais n'oubliez pas une chose, il se marque pas mal moins de buts aujourd'hui qu'il s'en marquait à l'époque de Vincent Lecavalier et à l'époque de Sidney Crosby. Surtout à l'époque de Lecavalier, il y avait beaucoup plus de buts qui se marquaient. Alors, tu sais, les comparaisons d'époque, des fois, c'est difficile, mais tout ça pour vous dire que Lafrenière connaît un début de saison du tonnerre, 25 points en 10 matchs. Son trio avec Zavgorodny et Paré, ça roule à un rythme d'enfer. Cédric Paré a déjà 12 buts depuis le début de la saison. Je ne sais pas combien il va en marquer cette année à côté de Lafrenière, mais ça pourrait être drôlement intéressant pour lui, qui est un joueur de 20 ans qui avait été repêché par les Bruins de Boston, mais que les Bruins ont décidé de laisser aller et de ne pas signer. Donc, Paré devient un joueur autonome. Et là, aux côtés de Lafrenière, c'est sûr qu'il va profiter de la présence du meilleur espoir à ses côtés. Vous dire également... parler des Olympiques de Gatineau, ça va vraiment pas bien. 9 défaites de suite. Ils ont gagné le premier match. Ils ont perdu 9 de suite depuis ce temps. C'est la plus longue séquence de défaites des Olympiques depuis la saison 2008-2009. Il n'y a pas beaucoup de monde au centre Robert-Gartin. On essaie des promotions pour amener le monde, pour amener les partisans. C'est difficile un petit peu. Il y en a une promotion d'ailleurs là, qui a finalement été annulée. On espère pour les Olympiques que ça va se replacer un petit peu. Au cours des prochaines minutes, on va au cours des prochaines... je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter, évidemment, la balado. Peut-être qu'au moment où vous allez l'écouter, la liste officielle sera sortie, mais c'est aujourd'hui que Hockey Canada va publier la liste des 66 joueurs qui vont être invités au camp, pas au camp, mais à participer au défi mondial des moins de 17 ans. Un tournoi qui a lieu au début du mois de novembre à Swift Current et à Medicine Hat cette année. D'ailleurs, RDS va vous présenter les demi-finales et finales de ce tournoi-là. C'est un peu la porte d'entrée du programme canadien. Les joueurs jouent dans ce tournoi-là. Par la suite, ils s'en vont au moins de 18 ans et, le cas échéant, au moins de 20 ans. Il y aura beaucoup de joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui feront partie de ce groupe. Parmi les joueurs qui, j'ai obtenu l'assurance, et c'est pas une surprise, vont faire partie de ce tournoi, il y a l'attaquant James Malatesta des Remparts de Québec qui a marqué 9 buts à ses 9 premiers matchs. En fait, hier, il n'a pas marqué. Là. Avant le match d'hier, il avait 9 buts en 9 matchs. Il n'a qu'à 16 ans, connaît un excellent début de saison avec les Remparts de Québec, un excellent début de carrière. Alors, lui va participer au défi mondial des moins de 17 ans. Et hier, après la victoire des Remparts à Shawinigan, j'ai fait un petit brin de jasette avec lui. Son français, on m'avait dit, peut-être ça va être difficile. Bien, vous savez quoi? Pas du tout. Moi, j'ai trouvé qu'il s'exprimait très bien en français. Alors, voilà donc James Malatesta, un nom qu'on va beaucoup parler, j'ai l'impression, au cours des prochaines saisons dans la Ligue junior majeure du Québec. James, vous avez commencé la saison 8 victoires, 2 défaites. Vous êtes une des équipes les plus jeunes de la Ligue. Vous pouvez être satisfait là, du début de saison des Remparts jusqu'ici? Oui, je pense qu'on surpris beaucoup de monde dans la Ligue. Et chaque soir, on joue fort, on joue à notre mieux et on gagne des matchs. Donc, c'est beau jusqu'ici.
À l'étranger, surtout, c'est supposé être plus difficile. 6 victoires en 6 matchs. On est cherché une victoire à Shawinigan aujourd'hui aussi. Là. C'est surprenant même un peu. Ouais, tu sais, chaque match, c'est la même. On veut jouer fort. On veut rendre plus difficile pour l'adversaire pour marquer des buts et pour venir dans notre zone offensive. Donc, chaque match, on joue le même. Et je pense que c'est ça. Donc, on a des victoires sur la rue aussi. Donc, l'équipe va bien. Si toi, je t'avais dit personnellement, à tes 10 premiers matchs dans la Ligue junior majeure, tu vas avoir 9 buts, est-ce que tu aurais cru ça possible en début de saison? Ben, je sais pas beaucoup, mais tu sais, tout le monde joue bien. Mon ligne, ils sont fantastiques avec la rondelle. Tu sais, ils sont vite, ils savent où mettre la rondelle pour toi et donc ça rend plus facile. Mais tu sais, tout le monde, toute l'équipe, les gardiens de but, tout le monde joue vraiment bien à un moment. L'ajustement du midget 3 au junior majeur, c'est pas si difficile pour toi à date? Ou qu'est-ce que tu remarques le plus différent? Là? Ben, c'est sûr que ça a pris comme un peu de match pour rendre jusqu'aux vitesses, mais je pense que d'aller au midget à junior, c'était pas mal pour moi. Mais tu sais, je travaille fort à tous les soirs et je pense que ça, c'est bon. La décision que tu as prise, ça a fait beaucoup jaser. Est-ce que c'est derrière toi maintenant? Là, tu regardes vers l'avant ou est-ce que tu sens qu'on t'en parle encore beaucoup? Là? Non, c'est derrière moi. Tu sais, c'était une décision que je devais prendre et je sais que j'ai pris la bonne décision. Donc, tout ça, c'est derrière moi et maintenant, je veux juste focusser sur la saison. Juste pour rappeler, qu'est-ce qui te faisait peur un petit peu avant de venir? Ben, c'était juste tout le temps, mon mindset n'était pas sur le Q, c'était sur le rue universitaire. Donc, mais quand j'étais drafté par Québec, ça me fait comme, tu sais, je savais pas beaucoup. Donc, j'étais allé au camp d'entraînement. Je t'aimais beaucoup, donc j'ai jasé avec mes parents, mon agent, et on a venu la décision de venir au Québec. Hockey Canada va annoncer que tu vas faire partie du championnat mondial des moins de 17 ans. C'est un gros tournoi, ça, pour les jeunes de 16 ans. Comment tu vois ça? Oui, tu sais, je suis très excité, mais pour maintenant, je focus avec les remparts. Donc, c'est dans 1 ou 2 semaines, quand je vais être là, je vais focuser sur ça. Donc, et oui, je suis très honoré d'être partie de cette expérience-là et je suis très excité. C'est la porte d'entrée là, pour les équipes des moins de 18 ans puis pour les moins de 20 ans plus tard. C'est le début de l'aventure avec Hockey Canada. Ça représente quoi pour toi de jouer pour le Canada? Oui, tu sais, je pense que tous les jeunes, c'est leur rêve de jouer pour le Hockey Canada. Tu sais, on était petits, on regardait tout le temps leur Coupe mondiale sur le télé. Donc, oui, c'est sûr que c'est un rêve de tout le monde et tu sais, je vais juste continuer de travailler fort et de faire 100% chaque soir. T'es-tu fixé des objectifs en début de saison en termes de points, de buts? Pas beaucoup. Non, pas. Je suis pas comme ça, mais c'est juste jouer très fort chaque soir, donner mon 100% et c'est comme ça que les points et l'équipe, on va faire bien. Merci beaucoup, James. Merci beaucoup. Voilà donc James Malatesta des Remparts de Québec, 9 buts en 10 matchs depuis le début de la saison. Il ne s'était pas fixé des objectifs. En tout cas, si c'était le cas, il ne nous l'a pas dit. Chose certaine, peut-être qu'il pourra reviser ses objectifs à la hausse parce que honnêtement, il est excellent et j'ai l'impression que ça va être un joueur extrêmement important pour l'une des 3 équipes canadiennes. Parce qu'on rappelle, le défi mondial des moins de 17 ans regroupe 3 formations du Canada, les rouges, les blancs et les noirs. Et à cela s'ajoutent 5 pays qui viennent compétitionner pour remporter ce défi mondial, ce qu'on appelle la Coupe Québec, un tournoi qui a été inventé au Québec en 1986. À l'époque, c'était le défi mondial des moins de 17 ans. Alors évidemment, le Canada se divise en 3. Le Canada devient moins puissant. Oui, on aimerait gagner la médaille d'or, mais je pense que ce qu'on veut d'abord et avant tout, c'est d'évaluer pas seulement 22 joueurs, mais 66 joueurs au niveau international. Et le Canada a réussi à gagner une fois le tournoi sur cette formule-là il y a quelques années, avec notamment Owen Tippett, là, un Ontarien qui avait mené l'équipe canadienne à la médaille d'or. Je crois que c'était la 2e année de présentation de ce tournoi sur la forme actuelle. Alors, ce sera à surveiller. Donc, comme je le disais, là, en journée, mardi, Hockey Canada devra faire connaître les 66 joueurs qui vont faire partie de l'aventure cette année. Et il y en aura plusieurs de la Ligue junior majeure du Québec. Je pense au Zachary Lheureux, au Justin Robida, Joshua Roy notamment. Et il y en aura d'autres, évidemment. Un petit mot avant de parler à Jasmin et de son nouveau podcast, cette nouvelle balado-diffusion
diffusion sur la Ligue Midget 3A. Un petit mot sur la Ligue junior de l'Ontario. Pourquoi? Parce que les Generals d'Oshawa ont démarré la saison en Lyon. Tu veux toujours connaître un bon départ. Les Generals ont gagné leurs 9 premiers matchs, 9 victoires et aucune défaite. Ils vont jouer leur prochain match contre Sarnia, qui s'adonne justement être la pire équipe de la Ligue, qui, elle, à l'opposé, n'a pas gagné. Aucune victoire, 7 défaites. Donc, c'est un très, très bon début pour les Generals. Et ça me permet de vous parler d'Alan McShane, un espoir du Canadien qui fait partie de cette équipe-là. Il a 13 points en 9 matchs depuis le début de la saison avec les Generals, 4 buts et 9 passes. Donc, ça va bien pour McShane qui est venu au camp d'entraînement du Canadien. Il y a quelques semaines. Donc, il a la chance d'évoluer avec une très bonne équipe dans la Ligue de l'Ontario. Et peut-être un mot sur un autre espoir du Canadien dans la Ligue de l'Ouest, Cole Fonstad, qui a 9 points en 9 matchs. Lui, il a été échangé au cours des derniers jours. Il est passé des Raiders de Prince-Albert. Ça, c'est l'équipe qui a gagné le championnat de la Ligue de l'Ouest l'an passé. Il s'aligne maintenant pour les Silver Tips de Everett dans l'Ouest américain. Donc, Fonstad, qui joue maintenant à Everett, est allé rejoindre un autre espoir du Canadien, Gianni Fairbrother, qui joue également pour Everett. Donc, il y aura 2 espoirs du Canadien avec cette formation de la Ligue de l'Ouest. Donc, ça fait un peu le tour là, pour la Ligue de hockey junior major du Québec et les rangs de la Ligue canadienne de hockey. Je voulais terminer la balado-diffusion cette semaine en parlant d'une nouvelle balado-diffusion qui va commencer vendredi, qui s'appelle Mission Midget 3A. Alors, évidemment, nous, ici, à Sur la glace, de temps en temps, on fait un petit peu de place à la Ligue Midget 3A. On va continuer à le faire quand même de temps à autre quand l'actualité va le permettre. Mais pour les gens qui suivent vraiment la Ligue Midget 3A, il y aura une balado-diffusion qui va être dédiée exclusivement à ce circuit. Et c'est Jasmin Leroux qui en sera l'animateur et on l'a avec nous au bout du fil. Salut, Jasmin. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Parle-nous un peu de ce nouveau projet. Qu'est-ce que ça va être exactement, Mission Midget 3A? Mission Midget 3A, on a commencé à penser à ça. Ça fait déjà quelques mois. On voulait avoir une émission dédiée au Midget 3A. Et comme tu en as parlé un petit peu, c'est une émission où à chaque semaine, on va parler, oui, de l'actualité, de ce qui se passe dans la Ligue comme telle, les résultats, les classements, l'actualité des derniers matchs, puis faire un peu le tour de ce qui se passe sur la glace. Mais on veut aussi donner une place à l'ensemble du Midget 3 en général. On veut parler à d'autres intervenants qui vont concerner le Midget 3 puis qui vont pouvoir parler de leur expérience. On pense par exemple à des anciens joueurs de la Ligue. Il y en a beaucoup à RDS déjà qui travaillent avec nous comme collaborateurs, qui sont des anciens joueurs de la Ligue. On veut pouvoir leur parler pour parler de leur expérience. On veut pouvoir parler à des dépisteurs, par exemple, à d'autres intervenants un peu du circuit Midget 3 pour leur faire connaître ce circuit-là aussi, puis pour que les gens puissent avoir une idée de ce qui se passe. Notamment cette année, ça va être une année un peu spéciale. Tu le sais, avec la Coupe TELUS qui est au Québec, ça fait toujours une année particulière pour le hockey Midget 3 quand on a la Coupe TELUS au Québec et ça va être le cas cette année. Alors, il y a un engouement autour de ça aussi. J'ai déjà réalisé une entrevue avec Jean Bédard qui est le président des Gaulois de Saint-Hyacinthe et qui est aussi le président du comité d'organisation de la Coupe TELUS à Saint-Hyacinthe. Alors, je lui ai parlé il y a quelques semaines déjà pour voir comment ça va déjà pour organiser un événement comme ça, parce que c'est gros quand même, un événement organisé qui dure 7 jours comme ça, puis qu'il faut qu'il soit vraiment réglé au quart de tour, comme on dit. Alors, c'est le genre de choses-là un peu qu'on veut parler. On va faire le tour un peu de ce qui se passe à chaque semaine, avec les événements qui vont avoir lieu aussi pendant la saison, que ce soit le Challenge Midget 3 au mois de décembre, ou que ce soit quand les séries vont arriver, etc. Jasmin, normalement, cette balado-là va être en ligne le mardi, c'est ça? Cette semaine, ça va être vendredi, là, mais à partir de la semaine prochaine, là, vous allez être là tous les mardis. Oui, exactement. Là, on sort d'une semaine et demie de congé pour le Midget 3A. Alors, on va commencer ça vendredi, quand vraiment ça va être le jour là, où les matchs reprennent, parce que ça fait une dizaine de jours qu'il n'y a pas eu de match maintenant. Alors, on va commencer la première vendredi après-midi. Je vais vous présenter notamment là, une entrevue avec Anthony Beauvillier que j'ai réalisé il y a quelques semaines, qui est le parrain d'honneur de la campagne Je garde mon sport en santé cette saison et qui a joué avec au niveau Midget 3 il y a quelques années, évidemment. Je vais aussi parler avec l'entraîneur-chef des Forestiers d'Amos, Guillaume Bissaillon, parce que eux, c'est leur 30e année cette saison et cette année, ils ont quand même bien commencé leur année. On sait que ça n'a pas toujours été facile pour eux dans les dernières années et cette année, ils jouent pour 500 depuis le début de la saison. Alors eux, je vais leur parler à eux aussi. Puis oui, comme tu le dis, ça va commencer vendredi, puis on va reprendre ça ensuite 3-4 jours plus tard, mardi, puis après ça, une fois par semaine, le mardi, ça va être en ligne en fin d'après-midi, autant sur le site de rds.ca que sur les plateformes de balado,
que aussi sur le site de la Ligue Midget 3A, bien évidemment aussi. Ben écoute, on va te souhaiter bonne chance pour ce nouveau projet-là à suivre donc et on invite les gens qui nous écoutent à chaque semaine à s'abonner également. Ça s'appelle Mission Midget 3A. Ça commence ce vendredi. Bonne chance, puis on aura peut-être l'occasion de se croiser, de faire un... Peut-être que toi, tu pourras venir nous parler un peu de Midget 3A dans Balado, puis j'irai peut-être faire un tour à ta Balado aussi pour parler de mon expérience Midget 3A, parce que les gens l'ignorent peut-être, mais j'ai commencé dans le hockey avec la Ligue Midget 3A. Ça fait très longtemps, 1987, alors on pourra peut-être revenir là-dessus à un certain moment. Merci beaucoup, Jasmin. Avec les bons vieux Cascades du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exactement, qui s'appelle les Élites de Jonquière maintenant aujourd'hui. C'était les Cascades à l'époque. C'était une équipe d'expansion en 1987 et c'est là que j'ai vraiment commencé à travailler dans le hockey. Alors, je vais toujours avoir une place spéciale pour cette concession-là quelque part dans mon cœur. Merci beaucoup, Jasmin. Salut, merci beaucoup. Alors voilà, donc Jasmin Leroux, ça commence vendredi, Mission Midget 3A. Ce sera là toutes les semaines, un peu comme nous avec notre balado sur la glace. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est notre 50e édition d'un projet qu'on a commencé là, il y a 2 ans et qui fait des petits à chaque semaine. Et je reçois beaucoup de commentaires et je vous avoue qu'honnêtement, quand j'ai commencé, je n'étais pas trop familier avec la technologie des balados. Oui, j'écoutais notre ami Martin Lemay là, qui est là à chaque jour avec On Jase, mais d'écouter ça dans la voiture, je fais beaucoup de route, alors pourquoi pas, c'est le fun, puis ça te donne une émission de radio. Vous savez, une petite heure de route à faire, 45 minutes, ben pourquoi pas vous brancher un balado et que ce soit celui du Midget 3A, que ce soit le nôtre, il y en a plein d'autres là, sur les plateformes d'RDS. Choisissez votre sport, puis on a votre balado, c'est à peu près ça. Alors, j'invite les gens là, à suivre nos différents intervenants qui collaborent au balado comme ça. Puis, ce qui est le fun dans une situation comme un balado, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de limite de temps. On n'a pas la pause commerciale qui s'en vient. On n'a pas... tu sais, si l'émission, une semaine, dure 38 minutes, elle dure 38 minutes. Si la semaine d'après, elle dure 32, elle dure 32. Puis si la semaine d'après, il faut qu'elle dure 1 heure, ben, elle durera 1 heure. Alors, c'est ça qui est le fun avec l'Internet et les balados-diffusion. Alors voilà, parlant d'émission, ben là, on est rendu à quoi? Là, 40, 41 minutes, vous voyez? Alors, c'est à peu près ça la moyenne, 35-40 minutes. Alors, on va se laisser là-dessus. Donc, pour cette semaine, c'était notre édition numéro 2. Je remercie Bruno Gervais qui a pris le temps de nous parler depuis Hamilton. On va lui souhaiter bonne chance jeudi soir pour la suite de Battle of the Blades au réseau CBC. Je remercie également Jasmin qui était là pour nous parler de ce balado nouveau Midget 3A. Je remercie James Malatesta des Remparts de Québec qui s'est prêté à l'entrevue. Mes collègues Guillaume Séguin à la mise en onde, à la technique, Luc Dansereau à la coordination. Ne manquez pas demain soir, RDS 2, 19h, le Rocket de Laval contre les Bruins de Providence. Norman Flynn va venir en relève à Bruno Gervais comme analyste demain soir. Puis moi, ben, je vous retrouve lundi prochain. Ce sera la journée des élections, mais on va être là quand même lundi le 21 pour notre prochaine édition. Salut tout le monde!